Le 1er décembre 2024, il fait encore nuit quand la nébuleuse sort du port de Paimpol pour entreprendre son premier tour de l'Atlantique. Mais le vent nous souffle dans le nez le long de la côte nord de la Bretagne. Après avoir contourné Ouessant dans la nuit, il forcit encore et une partie de l'équipage reste allongée dans les bannettes. 2 jours plus tard, en arrivant près de la côte espagnole, le bateau doit donc s'arrêter en Galice pour réparer les premiers dégâts. Le bateau repart poussé par un fort vent du nord vers les îles Canaries. Et la voile d'arrière, qu'on appelle le tape-cul, se déchire sur toute la hauteur pendant une prise de riz. Nous devrons nous en passer jusqu'à la prochaine escale. Chacun participe au quart, sur le pont, dans la cuisine et au service. Les quarts de nuit de 3 heures resteront les mêmes pour chaque équipe durant toute la traversée. À l'oreille, on comprend le comportement du bateau. À chaque mouvement de roulis, les bois se tortillent et cracouillent comme quand on marche sur un vieux plancher. L'écoulement de l'eau le long de la coque et le vent créent le rythme. Les cordages couinent en se tendant et en se détendant. Je crois aussi distinguer des bêlements venant de coulissements hésitants ou des bruits comme des portes qui grincent. Les aboiements de chiens se font parfois entendre quand 2 pièces de bois frottent l'une contre l'autre. Des cris stridents de mouettes, des croassements de corbeaux ou d'autres oiseaux peuplent l'environnement marin. Ça va toi? T'inquiète. Les assemblages de sons peuvent faire croire à des mots, des phrases ou parfois des rires. Pas étonnant donc de croire entendre aussi des voix d'outre-tombe. Parfois une voile claque en indiquant que le bateau s'écarte de sa trajectoire. Elle faceille et se regonfle d'un coup. Mais il faut éviter l'empannage involontaire, car il peut casser le gréement et représente un danger pour les équipiers se trouvant sur la trajectoire des écoutes de grand voile. De la cuisine nous parviennent parfois des exclamations quand un plat a pu s'échapper des mains. Ah, ce n'est pas simple la vie de marin. Et le matin du 6e jour de navigation, les montagnes des Canaries apparaissent à l'horizon. Le bateau accoste au quai de Tenerife pour une escale de 4 jours. Café. Donc là, on va y aller. C'est quoi comme voiture? Ceux qui font le 24 heures. Oui, j'ai essayé. C'est une course en descente. Il y a une course par an, dont les 24 heures. Nous quittons les îles Canaries, poussés vers le sud par un vent de force 7. Le speedomètre dépasse souvent les 8 nœuds, soit 15 km/h, et nous sommes encore bien chahutés. Les 12 alizés, ce sera pour plus tard. Mais la température se réchauffe sensiblement, et la tenue vestimentaire s'allège en même temps. Les premiers poissons volants s'invitent sur le bord, et nous jouent quelques tours dans la nuit en atterrissant sur nos genoux ou même sur notre tête. Poussé par le vent, notre bateau pourfend la mer en faisant jaillir l'écume sur chaque bord comme une grande moustache blanche. Avec une énergie intarissable, le vent soulève des vagues qui ondulent vaillamment vers d'autres horizons. Sur les vagues, de petites facettes ridées reflètent le ciel avec des inclinaisons variées et des nuances de couleurs. En se renforçant, le haut des vagues se couvre de crêtes blanches. Plus fort encore, le vent creuse des sillons éphémères et strie l'océan. Je vois des vagues scélérates qui prennent notre bateau pour un jouet, le projetant en l'air,
le laissant retomber dans un grondement rugissant et riant de voir notre esquif disloqué. Dans une mer en furie, j'imagine des tourbillons géants prêts à nous entraîner dans des cercles concentriques en nous broyant et nous avalant dans les abîmes. La Nébuleuse est un bateau de pêche lancé en 1949 à Camaret. Sa coque est longue de 20 mètres et large de 6 mètres. Le bateau a participé à de nombreuses campagnes de pêche dans le golfe de Gascogne et au large de l'Écosse. En l'an 2000, un jeune passionné de voile, Cédric Lagriffoul, l'a racheté et transformé en voilier pour créer l'entreprise Voiles et Traditions, qui propose aujourd'hui des croisières et des sorties en mer, principalement autour de la Bretagne, aux amateurs de vieux gréements. Au port de Mindelo, au Cap-Vert, se retrouvent les voiliers avant l'élan final pour la transatlantique. Ils refont le plein de nourriture et d'eau pour 2 ou 3 semaines, loin de tout. Certains cherchent à se regrouper pour naviguer de concert. Des enfants et leurs parents viennent nous saluer sur le ponton. Ces familles ont choisi de vivre sur leur bateau et prennent leur temps pour profiter du bonheur sur l'eau. Elles sont parties depuis des mois de Bretagne ou d'ailleurs. Je vois surtout des monocoques de 10 à 15 mètres au ponton et quelques catamarans à l'ancre dans la baie. Devant la nébuleuse, un enfant s'écrie « Ça, c'est un vrai bateau !» Nous relâchons pour 6 nuits. Au programme, le réapprovisionnement en nourriture, eau, gazoil et si possible la réparation du tape-cul par un artisan ou allié local, mais aussi le nettoyage du bateau, la douche, la lessive, des randonnées, de la plage, la découverte de ce pays et le réveillon de Noël. 15 marins pardis du port de Paimpol, ils ont des manches. Au moteur traversé le Gascogne, en Galice ils ont réparé. Reparti avec le vent du nord, descend de Portugal à bâbord, toute voile dehors, aux Canaries ils ont réparé. Tirant sur les rames du bord, au sud ils se sont dirigés. La Nébuleuse quitte le quai de Mendoza le 28 décembre. 2000 milles l'attendent maintenant jusqu'à Salvador de Bahia pour la plus longue traversée de son histoire. Nous passons à côté de petites barques de pêcheurs qui dansent sur l'eau sans poser de problème d'équilibre à leur capitaine. Un vent plus ardent que prévu nous entraîne sur une mer aplanée et on relève une vitesse moyenne de plus de 8 nœuds, ce qui représente une très belle performance pour le bateau. Les douches sont condamnées. L'eau douce est devenue la denrée la plus précieuse et elle est réservée à la boisson. La vaisselle se fait à l'eau de mer et la toilette aussi, à l'aide d'un seau sur l'arrière du bateau. Un rinçage à l'eau douce à l'aide d'un brumisateur est cependant toléré, mais il est surveillé de près. Le ciel est un spectacle permanent qui ne me lasse pas. Je peux le contempler comme un enfant hypnotisé par sa série préférée. Des formes se dessinent comme des superpositions de nuances de couleurs dominées par du blanc, du gris et un soupçon de doré dans la soirée. Les volutes légères sont poursuivies par les cumulus menaçants. Le tableau se complète par des tubulures et des taches d'encre maladroites. Je vois des sculptures éphémères. Obélix qui vole, un éléphant, un rhinocéros, un ours blanc, un chien, un bibendum Michelin, une barque emportant différents personnages, un requin, un hippocampe, des icebergs, des dentelles, une soucoupe volante, un moulin à vent, le Concorde. Des arcs-en-ciel à répétition nous autorisent à formuler de bons vœux pour la suite de notre aventure. Des algues flottent sur l'océan, par petits paquets ou en longues processions. Ce sont des sargasses.
Elles nourrissent les premiers maillons de la chaîne alimentaire et abritent une grande diversité d'invertébrés. Mais leur développement excessif conduit à des échouages massifs dans les Caraïbes et représente alors au contraire une vraie menace pour la biodiversité marine. À l'aide de la gaffe, nous attrapons un petit paquet pour les observer de près. L'algue, brun clair, est structurée autour d'une branche sur laquelle viennent se greffer de petites boules vides qui jouent le rôle de flotteurs, et des feuilles dures sur lesquelles sont parfois accrochés des filaments. L'odeur est celle habituelle des algues et ne donne pas vraiment envie de les servir en salade. En tout cas, Lionel, chef de la cuisine, n'est pas intéressé. Le 4 janvier, la nébuleuse se prépare à franchir l'équateur. Ce moment tant attendu doit se fêter dignement. Il donne lieu à une petite cérémonie durant laquelle les marins qui l'ont déjà franchi baptisent solennellement les nouveaux en leur versant des seaux d'eau de mer sur la tête, mais aussi, bien sûr, en leur offrant ensuite une coupe de champagne. Depuis le Cap Vert, la nébuleuse est bâbord amur, c'est-à-dire que nous sommes poussés par des vents d'est, variant entre le nord-est et le sud-est. La grand voile est donc toujours restée du même côté. Elle est juste ajustée pour être la plus performante. Par contre, les autres voiles sont souvent réglées en fonction du temps. Le grand flèche est monté et descendu à plusieurs reprises. Une conséquence de cette orientation des voiles est qu'il n'y a pas d'ombre sur le pont le matin. J'ai pris l'habitude de rester à l'intérieur le matin et de monter à la dernière minute pour prendre mon quart de jour à midi. Quand la nébuleuse avance à la voile, elle est dirigée par un homme à la barre. Dès que le moteur est démarré, le pilote automatique en mode cap prend le relais. Nous n'avons pas vu un seul autre voilier pendant toute la traversée. Notre espoir de croiser un concurrent du Vendée Globe s'éloigne, et la proximité de notre arrivée laisse peu de chance à cette rencontre. Le ciel est nuageux. Les oiseaux sont de plus en plus nombreux. Quelques bateaux apparaissent dans notre champ de vision. On aperçoit une mystérieuse bande grise au-dessus de l'horizon. Sur le pont, les marins, perdus dans leurs pensées, écarquillent les yeux en cherchant à déchiffrer le paysage. La bande grise se découpe petit à petit en épousant les contours d'une côte surélevée. Une falaise peut-être ? De grands bâtonnets émergent de la grisaille. « Terre, terre !» D'un coup, à perte de vue, les grands immeubles de Salvador percent la grisaille. Une bande claire à leurs pieds marque la plage. Nous n'avions pas imaginé une telle immensité de gratte-ciel, ridiculisant ceux de la Défense à Paris. La nébuleuse contourne le cap du phare de Buraco da Seireia et pénètre dans la baie de Salvador. Un village avec de petites maisons de différentes couleurs tranche sur les grands immeubles. Mais ce n'est pas un village touristique, mais une favela qui vit les pieds dans l'eau, juste à côté d'installations pour une population aisée. Le contraste nous interpelle. La côte se relève. C'est au-dessus de ces défenses naturelles que la ville est née, il y a plusieurs siècles, avec le port en contrebas. Les voiles sont descendues et rangées, et le moteur prend le relais. Le charme de la navigation à voile est rompu. La nébuleuse avance doucement entre les jetées protectrices et rejoint le bout du ponton qui l'attend. Les amarres sont lancées à Dominique, un Breton qui s'est installé ici il y a 40 ans. Le bateau est serré contre le quai et s'immobilise. Le moteur s'arrête. Nous avons terminé notre traversée de l'Atlantique. Nous sommes arrivés. En profitant des Adises, l'équateur ils ont traversé, le poteau noir ils ont nagé, à Salvador ils ont réparé. La suite de cette histoire n'est pas encore écrite, mais à la fin de l'hiver, à Brest ils vont réparer. Après 5 jours d'escale à Salvador,
La nébuleuse entame son trajet de retour, qui passera par la Guyane française, la Guadeloupe, puis les Açores, avant de rejoindre la Bretagne fin mars. Pour nous, le voyage continue. Vers Rio d'abord, puis la Nouvelle-Zélande où habite Vincent, notre fils, objectif principal de notre voyage. Nous reviendrons en traversant le Canada en train. Une grande ferveur religieuse règne au Brésil et les églises sont souvent pleines. Une autre caractéristique du pays est l'importance de la musique. Notre voyage coïncide avec la préparation du carnaval qui fait vibrer toute la population avec de grands défilés à Salvador et à Rio. Les percussions dominent dans les rues avec différentes sortes de tambours, tambourins et tam-tams. Ce type de musique déclenche souvent des danses spontanées. Le vin de l'âme brésilienne, la musique puise son rythme dans les travaux des champs, mêlés à des airs mélancoliques venant des terres africaines quittées par les ancêtres. La ville de Rio a été découverte le 1er janvier 1502 par les Portugais qui lui ont donné ce nom car ils pensaient être à l'embouchure d'un grand fleuve, Rio de Janeiro signifiant rivière de janvier. La ville est dominée par la célèbre statue du Christ Rédempteur. De l'autre côté de la Terre, la Nouvelle-Zélande réunit 2 longues îles qui ont été longtemps ignorées des hommes. L'écosystème est très spécifique. La végétation est caractérisée par les fougères arborescentes, qui nous donnent l'impression d'être revenus au temps géologique du Carbonifère. La faune est également originale. Les oiseaux ne sont pas craintifs. Plusieurs espèces sont incapables de voler, comme le weka, encore très répandu, et le célèbre kiwi, beaucoup plus rare. Mais certaines sont totalement éteintes, comme le moa. Ces îles ont été découvertes autour de l'an 1200 par des Maoris venus de Tahiti. Les colonisateurs européens, anglais principalement, s'installent à leur tour vers 1840 et accentuent la pression humaine sur la nature. Aujourd'hui, le pays a pris conscience de ses richesses naturelles et mène des actions sévères de préservation pour sauvegarder la biodiversité exceptionnelle. L'élevage est une des principales ressources économiques, mais le tourisme prend une place grandissante. Pendant 4 semaines, Vincent, notre fils, nous guide dans un grand tour du pays, en suivant la côte très découpée, marquée par des vallées glaciaires comparables aux fjords norvégiens. Ah bah attends là, c'est pas super. L'angle n'est pas assez gros, on voit pas les montagnes. Je vais essayer avec ma dent. T'as pas les montagnes. Vous voulez que je vous prenne? Ah oui tiens, super. Nous remontons l'île du Nord en train jusqu'à Auckland, où nous prenons un vol pour Vancouver. Nous allons alors faire une superbe traversée du Canada par le train couchette appelé le Transcanadien. Après 5 jours de voyage, il arrive à Montréal par une température de moins 20 degrés, qui nous fait frissonner et charrie des glaçons dans le Saint-Laurent. L'aventure est terminée, nous prenons un vol direct pour Nantes le 3 mars. Si ce tour du monde en 90 jours, en voilier, en train et dans les airs, est un clin d'œil à l'œuvre de Jules Verne, ces 90 jours se veulent en réalité un éloge de la lenteur. Certes, ce voyage a nécessité le recours à des transports aériens, mais nous avons essayé de les limiter autant que possible en faisant attention à leur impact écologique, notamment en choisissant les vols les moins émetteurs de CO2. Ce voyage nous aura permis de découvrir tant d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres façons de vivre,
que nous avons assouvi nos envies d'exotisme pour un long moment. Quittant ses genêts et sa lande, quand le breton se fait marin, en allant aux pêches d'Islande, voici quel est le doux refrain que le pauvre gars fredonne tout bas. J'aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton.